vous recevez Pierre de Villeneuve, le trésorier du Rassemblement national, Valorant de Saint-Just. Bonjour Valorant de Saint-Just. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Hier, Christophe Castaner s'est félicité du travail de son ministère, en particulier des services de renseignement, dans l'attentat déjoué de la semaine dernière, dont nous vous faisions fait ce matin sur Europe 1. Vous voulez toujours qu'il démissionne ? Écoutez, évidemment, les services de police font du bon travail et obtiennent des résultats. Mais ce sont les services de police. Nous, ce que nous mettons en cause politiquement, c'est l'attitude de M. Castaner depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Parce que l'incident de Nantes, qui est un incident très grave, de Steve, oui. et qui a beaucoup touché évidemment la famille du jeune qui est décédé, prend place dans ce que nous voyons d'être la gestion de l'ordre public, ou plutôt la gestion de la paix publique. Moi, je préfère ce terme de gestion de la paix publique. Gestion de paix publique par rapport à la gestion de l'ordre public. Bien, écoutez, nous sommes, on le sait, enfin, nous le savons, on a l'impression que au Rassemblement national. Castaner ne le sait pas. Nous sommes un pays difficile, qui peut avoir des réactions importante. Je l'ai dit, moi, dès le début de la crise de ces Gilets jaunes, je l'avais vu, nous l'avions vu. J'avais dit à M. Castaner ou à d'autres responsables, faites très attention. Donnez des réponses politiques et sociales très rapidement. Ne laissez pas se développer ces manifestations tous les samedis ou même à d'autres jours de la semaine, parce que vous allez entraîner des mouvements de foule qui peuvent être difficiles, et la police elle-même peut avoir à un certain moment des réactions parce qu'elle en aura par-dessus la tête, parce qu'elle sera fatiguée, parce qu'ils auront reçu des projectiles. Là, vous mélangez tout. C'est pas parce que la police était fatiguée que Steve est tombé dans la Loire. Non, c'est pas ça. Vous faites un raccourci un peu rapide. C'est que M. Castaner ne semble pas savoir ce que c'est exactement que la gestion de l'ordre public dans un pays comme la France. Et sa gestion de l'affaire Steve, je l'ai dit encore hier, et notamment ce qu'a fait le Premier ministre avec lui hier, m'a paru extrêmement maladroit. C'est une affaire très grave. Ce garçon est peut-être mort, je dis bien peut-être, à la suite d'une charge de police. Il aurait fallu débrider la plaie le plus rapidement possible. On attend, le corps est retrouvé. Le lendemain où le corps est retrouvé, le Premier ministre, avec le ministre de l'Intérieur, nous sort un rapport de l'IGPN qui, paraît-il, date d'il y a 15 jours, en nous disant que la police n'a rien à voir dans cette histoire. Tout le monde est choqué par ce procédé. C'est possible que la police n'ait rien à voir dans cette histoire, mais tout le monde est choqué, et il va évidemment, peut-être, malheureusement, mettre le feu aux poudres à Nantes, qui est une ville, nous le savons, qui peut être violente et qui peut avoir des réactions violentes. Donc selon vous, Édouard Philippe n'aurait jamais dû dévoiler ce rapport de l'IGPN ? Mais pas le dévoiler. J'ai donné ce qu'il devait faire. Il faut connaître les institutions françaises. Le procureur de la République de Nantes aurait dû, il l'a fait, mais il aurait dû faire nommer des juges d'instruction beaucoup plus avant dans ce dossier. Bon, il l'a fait. Il faut confier la recherche de la vérité, non pas à l'IGPN, qui est un organisme qui dépend évidemment du ministère de l'Intérieur et contre lequel pèsent des soupçons, à tort ou à raison, mais il est mal reçu dans l'opinion, l'IGPN. Sa directrice a été assez maladroite au mois de mai ou au mois de juin. Il faut confier la recherche de la vérité dans une affaire comme celle-là aux juges judiciaires, garants des libertés publiques et indépendants. Et il faut que ces juges judiciaires travaillent extrêmement rapidement. Ils peuvent le faire et ils peuvent dire à la population, voilà ce que nous, juges indépendants, garants des libertés publiques dans un pays comme la France, nous savons et nous pouvons dire sur la mort de ce jeune homme. Mais pourquoi est-ce que vous dites que Édouard Philippe et Christophe Castaner ne connaissent pas les institutions ? Il y en a un qui est Premier ministre, l'autre est ministre de l'Intérieur, alors que vous n'avez jamais été aux affaires. Mais non, mais c'est pas la peine. Écoutez, il semble qu'ils ne connaissent pas les institutions. Je les ai accusés hier d'amateurisme. Oui. J'accuse M. Castaner, au moins depuis le début de la crise des Gilets jaunes, d'amateurisme dans la gestion de la paix publique en France. Et vous ramenez le débat à un niveau politique, alors que là, on parle de la mort d'un homme. Non, mais je ramène... Mais un niveau politique, c'est pas un niveau inférieur, monsieur. C'est un niveau politique avec un grand P. Vous me posez la question de la démission éventuelle de monsieur Castaner. Vous me posez donc la question sur le plan politique. Et je vous réponds politique. Et je dis que nous voyons, après tous ces événements, depuis le mois de novembre,
que M. Macron, M. Philippe, M. Castaner, en réalité, ils ne connaissent pas la France. Ils ne savent pas ce que c'est que la France. Est-ce qu'ils l'aiment? Je n'en sais rien, je ne veux pas leur faire de procès d'intention, mais on a l'impression de gens, en tout cas, extraordinairement maladroits. Et cette affaire très douloureuse de Nantes vient encore le démontrer. Parlons politique, puisque ça vous tient à cœur. Les municipales approchent et les candidats LaREM sont la cible de casseurs. Encore une dégradation de permanence hier dans le Val d'Oise. Ça vous inspire quoi? Alors, nous disons depuis le début de ces incidents, mais encore avant, que toute violence est inacceptable, sauf en cas de légitime défense. Ça vous étonne que ce sont uniquement les permanences de l'AREM qui sont ciblées? Écoutez, ça c'est quand même... les députés de la majorité représentent la majorité, représente le gouvernement, représente et malheureusement assez. Est-ce que ça pourrait toucher une permanence du Rassemblement national? Mais monsieur, justement, c'est ce que allais me permettre de dire, c'est que là aussi il y a quand même 2 poids 2 mesures. Nos députés Ludovic Pajot, Sébastien Chenu, notre élu Julien Audoul ont été très récemment très malmenés dans des manifestations, des permanences très nombreuses du Rassemblement national, je pense à celle de Brest qui a été vandalisée 15 fois de suite, l'ont été. Pendant le mouvement des Gilets jaunes? Non, depuis Brest, ça fait plusieurs mois et plusieurs années, mais pas pendant... C'est un cas particulier, là. Gilets jaunes, mais jamais il n'y a de réaction à la suite de ces attaques contre nos députés ou contre nos permanences. Il y a 2 poids 2 mesures. Alors là, moi, je pleurerais vraiment sur le cas des permanences des députés de La République En Marche, contre eux-mêmes se lèveront autant quand nous sommes attaqués. Mais en tout cas, je le répète, toute violence, notamment contre des députés, des élus de la nation et des permanences, toute violence est totalement inacceptable et nous les condamnons. Les municipales approchent, vous vous mettez en ordre de marche, c'est normal. L'AREM fait du démarchage, on l'a vu, ou en tout cas on l'a soupçonné dans les rangs socialistes. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites du démarchage dans les listes Les Républicains? Le mot de démarchage est un peu péjoratif, mais l'AREM fait aussi beaucoup de démarchage sur sa gauche et sur sa droite. Chez vous? Chez nous, non, mais prenez l'exemple de Nice avec M. Estrosi. Ben, on ne sait pas ce que va faire M. Estrosi. À mon avis, il va pencher. Alors, il a M. Ciotti. Bon, nous, depuis, parce que en plus, ces élections municipales... Quelle est votre ligne de conduite? Eh bien, nous sommes d'accord pour travailler, pour éventuellement construire des listes avec tous ceux qui veulent défendre véritablement la France. Ça n'est pas une union des droites, c'est une union des patriotes, c'est une union de tous ceux qui veulent travailler pour la France. Parce que Robert Ménard, lui, il a parlé justement d'une union des droites. Oui, mais Robert Ménard n'est pas au Rassemblement national. C'est ce qui fait peut-être la différence. L'union des droites, à mon avis, est extrêmement réducteur, et nous sommes désireux et capables, et nous l'avons montré, notamment aux élections européennes, et le scrutin municipal s'y prête parfaitement, d'agréger avec nous un grand nombre de citoyens qui veulent travailler, qu'ils soient de tout bord, qu'ils soient de tout bord, de la gauche à la droite, de l'extrême gauche à l'extrême droite. De tout bord. Moi, je prends mon exemple personnel. Ouais. J'ai agrégé à Paris, au Conseil régional d'Île-de-France, un garçon brillant qui vient du NPA. Qui est un ancien de la Ligue communiste révolutionnaire, qui vient du NPA, mais qui est un patriote et qui est, à l'heure actuelle, comme un poisson dans l'eau. Laurent Jacobelli. Non, pas Laurent Jacobelli, Aurélien Legrand. Laurent Jacobelli vient de Debout la France. C'est pas tout à fait. Justement, j'allais vous poser la question. Ça veut dire que Nicolas Dupont-Aignan, qui avait fait un tandem au premier tour de la présidentielle avec Marine Le Pen, est-ce que lui, par exemple, pourrait vous rallier? Évidemment. Nicolas Dupont-Aignan, je ne sais pas dans quelles conditions va se représenter à sa mairie, etc., ce qu'il va faire, mais tous les gens et tous les militants et tous les adhérents et les sympathisants de Debout la France, comme de tous les mouvements politiques, sont susceptibles de venir avec nous et de travailler avec nous. Vallerand de Saint-Just, vous êtes le trésorier du Rassemblement national. Autant dire que les histoires d'argent, vous connaissez. Vous avez lu comme moi le journal du dimanche le 7 juillet dernier, où l'on apprenait pas mal de choses sur le prêt consenti par Jean-Marie Le Pen à sa fille Marine en 2017. 6 millions d'euros qui ont vraisemblablement servi à financer sa campagne présidentielle. Et le JDD qui rapporte que Jean-Marie Le Pen, via son parti Cotelec, a saisi l'État pour récupérer l'argent. C'est pas vraisemblablement, cet argent a servi à financer la campagne des présidentielles, puisque nous n'avons pu avoir recours, contrairement à tous les autres candidats, à aucune banque, ce qui est tout à fait scandaleux. Cet argent doit encore être remboursé à Jean-Marie Le Pen, et Jean-Marie Le Pen a pris l'attitude de précaution
qui est de prendre une sûreté. Ça veut dire qu'il n'est pas sûr que vous le rembourseriez? Écoutez, à l'heure actuelle, il n'est pas remboursé, donc il a pris cette sûreté sur une somme qui doit nous être donnée par l'État au mois de février prochain. Mais Jean-Marie Le Pen sera, enfin pas Jean-Marie Le Pen, Cotelec sera remboursé d'ici là. Le parti de Jean-Marie Le Pen. L'association de Jean-Marie Le Pen, qui est un parti politique. Vous vous engagez à rembourser Jean-Marie Le Pen d'ici le mois de février. Mais monsieur, de toute façon, nous sommes contraints, nous faisons de bon cœur, oui. mais nous sommes, non, par les règles. Oui, Pour un parti politique, ne pas rembourser des emprunts qu'il fait équivaudrait à un don illégal, et c'est du pénal. Qu'est-ce que vous pensez de ce procédé de Jean-Marie Le Pen? Je le comprends. Il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Celui-là, je le comprends parfaitement. Et le remboursement de l'emprunt russe, c'est pour quand? Ah mais c'est parfaitement prévu aussi, c'est pour le mois de septembre. 9,5 millions quand même. Hein. 9 400 000. Oui. Donc tout est prévu, tout va être remboursé. Il n'y a pas de problème. Nous sommes obligés de le faire. Et c'est le trésorier qui parle. Merci beaucoup, Exactement. Valorant de Saint-Just, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.